Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonjour. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, nous avait affirmé, il y a trois semaines, je crois, que l'Algérie manquait beaucoup au président François Hollande et qu'il allait rappliquer dardard. Chose promise, chose due, hélas. L'ami François est passé en coup de vent et de fait, il a fait l'effet d'une tempête dans un verre d'eau. Presque personne, hormis les grands initiés du sérail, n'a saisi la véritable portée de cette très étrange visite. Les rumeurs sont allées bon train et les analyses en tout genre ont fait Flores. De la plus grossière, où il est question d'une visite de courtoisie, faite à un grand ami de la France et assidu patient de ses hôpitaux, à la plus alambiquée qui ose ouvertement la thèse d'une visite d'inspection du grand suzerain à ses vassaux, façon de remettre de l'ordre dans les brisés, puisqu'on a entendu dire que certains trublions renâcleraient dans les brancards. La question reste posée, néanmoins. Quelle est la véritable raison de la visite du président français en Algérie? Et surtout, pourquoi a-t-il estimé nécessaire d'aller aussi loin et aussi outrancier dans ses déclarations au sujet de la santé du président Bouteflika? Comment a-t-il pu nous asséner avec autant d'audace qu'il a discuté, oui, discuté pendant 2 longues heures avec le président Bouteflika sur des sujets très complexes et très variés? Pendant 2 heures, il a affirmé, rien de moins, qu'il a donc abordé des sujets d'une très grande complexité, très actuelle, avec le président Bouteflika. Et nous, bêtement, nous sommes là, la bouche ouverte, comme ça, devant une telle sortie, en nous demandant pourquoi, dans ce cas, le même président, le même Bouteflika, si disert, tellement loquace, au fait de toutes les grandes questions du monde, ne nous a pas adressé un seul mot depuis des années, sauf pendant sa prestation de serment lors de sa dernière investiture, après sa quatrième réélection, où il répétait les mots qui lui étaient dictés depuis une oreillette. François Hollande s'est dit impressionné par la grande alacrité du président Bouteflika. Alacrité. Un mot qui vaut son pesant d'essence. François Hollande aurait pu se satisfaire de nous parler de vigueur, d'enthousiasme, de vivacité. Non, tout cela n'était pas assez musclé. Alors les ces communicants, lui ont trouvé ce mot peu commun, alacrité, qui signifie, selon Larousse, une gaieté vive, entraînante. Et voilà donc notre Bouteflika national transformé en chevreau sautillant, en joyeux drille, qui pétille et qui danse et qui fuse, qui brille de 1000 feux et qui illumine de son esprit d'à propos et sa sagesse. Non seulement l'Algérie, nous dit Hollande avec un brin de désinvolture, mais le monde entier. Bouteflika, mi-Gandhi, mi-feu d'artifice. Sauf pour ceux, et ils se comptent par millions, qui savent qu'il n'est qu'un malheureux otage entre les griffes d'un régime qui sait être généreux, très généreux, avec ceux qui savent fermer l'œil et le bon, qui savent ce que renvoyer l'ascenseur veut dire. Nous allons écouter François Hollande. Voilà ce qu'il nous a déclaré à l'issue des laborieuses discussions qu'il a eues avec le grand guide dont nulle femme n'a enfanté de pareil, pour reprendre les propres termes
d'un de ses nombreux laudateurs. Regardez. Que le président Bouteflika, que je peux qualifier de substantiel et de chaleureux. Substantiel parce que nous avons évoqué tous les sujets. Les relations bilatérales, le partenariat économique, le développement de nos échanges humains, compte tenu des liens que nous avons dans nos deux pays. Mais nous avons aussi abordé toutes les questions internationales, y compris les plus difficiles, la Libye, la question aussi du Sahel, la lutte contre le terrorisme, avec ce qui vient de se passer. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Vous m'interrogez sur sa santé, je ne suis pas médecin. Et je ne viens pas comme médecin rencontrer un chef d'État ou un chef de gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de la discussion que nous avons eue pendant près de 2 heures était particulièrement intense et particulièrement élevée. Et ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de la discussion que nous avons eue pendant près de 2 heures était particulièrement intense et particulièrement élevée. Et ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de la discussion que nous avons eue pendant près de 2 heures était particulièrement intense et particulièrement élevée. Mais il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Et je le fais vraiment avec sincérité et franchise. Et si tel n'était pas le cas, je vous le dirais. Grande alacrité. Avec nous aujourd'hui pour discuter de tout ça, Sofiane Djilali, président de Jil Jadid, Ahmed Benegheouch, secrétaire national aux relations internationales du RCD, Lila Haddad, journaliste auprès du Parlement européen à Bruxelles, Brahim Younsi, président de l'UDM. Sofiane Djilali, vous nous avez demandé de vous recevoir en début de l'émission parce que vous avez beaucoup à faire. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Sofiane Djilali, un journaliste, un ami journaliste français avec lequel j'ai parlé tout à l'heure, il m'a dit, écoutez, si vous reprochez quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas à François Hollande. François Hollande agit dans le cadre de la raison d'État. Lui, ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt de la France et il fait tout pour que la France soit gagnante dans l'affaire. Donc, ce problème de santé de Bouteflika, ça regarde les Algériens. Or, si eux ne bougent pas, pourquoi lui bougerait ? Vous pensez qu'on peut tout faire endosser à cette raison d'État, qu'il n'y a plus de moralité en politique ? Écoutez, tout ce qui est excessif devient insignifiant. Et le problème est que les propos de M. François Hollande sont allés trop loin. Et à force de forcer sur la dose, les Algériens vont finir par estimer cela comme du mépris. J'avais eu l'occasion de rencontrer aussi des amis français et je leur avais expliqué que, à force de soutenir d'une façon aussi tragicomique un président qui est complètement hors course, finalement on va arriver à ce que les Algériens, ceux qui avaient une sympathie pour la culture française, sont arrivés aujourd'hui à en vouloir à la France. Il y a eu pendant très longtemps de larges pans de la population algérienne qui considéraient que la France était encore trop pesée beaucoup trop sur la vie nationale. Et bien maintenant, ce sont même les francophones eux-mêmes qui commencent à être très largement irrités de cette position
qui est finalement tellement intéressé pour la France, mais qui joue contre les intérêts de l'Algérie et ça devient insupportable. Soufiane Djellali, vous parlez de grand mépris pour les Algériens, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part de François Hollande beaucoup de mépris pour le peuple français qui ne sait pas, dans une très large majorité, que la France est devenue le lieu privilégié du blanchiment d'argent des barons du régime, et c'est comme ça d'ailleurs que François Hollande et ses amis les tiennent. Est-ce que si demain les Français pouvaient connaître les véritables dessous de cette étrange et très malsaine relation qui règne entre les deux parties, est-ce que vous pensez que les Français vont accepter cela ? Il y a souvent des relations un peu occultes d'intérêt, mais je ne pense pas que le président français méprise l'opinion française. Au contraire, il est amené à leur cacher peut-être des vérités, c'est clair. Mais le problème, c'est que par rapport aux Algériens, sa position est claire comme de l'eau de roche. Et c'est ça qui fait mal au cœur. Mais in fine, lorsqu'on aura fait le compte final de tout cela, il reste que François Hollande défend son pays, défend les intérêts de son pays, quitte à devenir lui-même un peu ridicule. Mais le problème, c'est les Algériens. Que fait l'État algérien? C'est quoi cette attitude du pouvoir algérien? Pourquoi ce monsieur, permettez le mot, qui est en fin de course et qui est dans une situation tellement pénible pour lui-même, mais qui continue à jouer cette comédie et à nous faire croire qu'il est là pour penser à l'Algérie alors qu'il ne pense qu'à lui-même et qu'à ses derniers instants. C'est cela qui est terrible et qui est triste et malheureux en même temps. Donc finalement, c'est à nous d'assumer cette responsabilité et ni à la France, ni à un autre pays qui cherche malgré tout et en fin de compte que ses intérêts. Soufiane Djellali, avant de vous libérer, à votre avis, quelle est la véritable raison de cette visite de François Hollande en Algérie? Vous savez, les véritables raisons ne sont pas dites, mais j'étais enclin à penser un peu que M. François Hollande avait trouvé sa Bettencourt, qu'il profitait un peu de la situation de faiblesse de M. Bouteflika pour arracher le maximum de choses pour la France. Mais peut-être qu'il y a aussi autre chose qui est cachée. J'étais amené à penser qu'il était venu dire au revoir à son ami qui a rendu tellement de services à la France et que probablement une succession était à l'horizon, ce qui n'est pas exclu non plus. Soufiane Djellali, merci infiniment, en espérant vous revoir bientôt dans cette émission et dans les autres. Merci beaucoup. Lila Haddad, merci d'être avec nous. Lila Haddad. Est-ce que... Je suis là. Ah, bonjour Lila, merci d'être avec nous. Lila, il y a un instant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Soufiane Djellali nous disait d'une certaine manière, François Hollande a trouvé sa Bettencourt. Et donc il se rend coupable d'abus sur personnes en situation de faiblesse. Qu'est-ce que vous pensez de cette très étrange... Oui? Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. On vous entend très bien, Lila. Très bien. Moi, permettez-moi, Jamal Eddine, de vous dire que vous êtes aujourd'hui très à l'âcre. Ben, merci, c'est un compliment. Maintenant, ce que M. Hollande ne sait pas, enfin de ne pas savoir, c'est que M. Bouteflika, le pauvre, n'est pas à l'âcre, il est euphorique à cause des médicaments. Il est dopé jusqu'à l'euphorie, jusqu'à être un peu... oui, c'est cela que ne sait pas M. Hollande. Maintenant, sérieusement, moi je suis plutôt d'accord avec notre confrère français. Vous disiez tout à l'heure qu'il vous aurait dit donc que François Hollande n'a rien à voir dans cette affaire. Il est là pour assurer ses intérêts, les intérêts de son peuple et de ses entreprises. Maintenant, ben voilà, mais écoutez, les milliards d'euros et les milliards de dollars, ça peut faire dire n'importe quoi.
Maintenant, vous savez, je vais être très spontanée. On a le sentiment que ce monsieur Bouteflika est en prison et monsieur Hollande est un des avocats. Et voilà, parce qu'il y a que les avocats qui ont le droit de rendre visite à un grand criminel. Hein. Et donc, il vient d'avoir, comme s'il venait d'avoir une entrevue avec son client. Ensuite, il sort et il déclare à la presse quels sont ses sentiments, comment il a trouvé M. Bouteflika. Mais c'est ridicule. Mais c'est n'avoir aucun respect au peuple algérien. Encore une fois, je ne parle pas de M. Hollande. M. Hollande, c'est un président normal. C'est un président qui a été élu et qui a fait un saut en Algérie, selon moi, non pas pour signer des contrats juteux pour ces entreprises. Non. Moi, je pense que c'est à la demande de la mafia qui est autour de Bouteflika pour, comme toujours, comme à chaque fois, donc, dire au reste du monde, mais d'abord aux Algériens, que leur président est que le président, parce que je ne crois pas que c'est le leur. C'est le président désigné par l'armée, dès que ce monsieur a une maîtrise intellectuelle, a une capacité de jugement, et qu'il a fait montre de sagesse et de je ne sais pas moi. Moi, j'ai envie de dire à M. Hollande, et j'espère avoir l'occasion de le lui dire, lors du dernier sommet de ce mois de juin, hein, donc fin juin, moi, je vais demander à M. Hollande que s'il trouve Bouteflika à l'acre, oui, ça c'est le plus. À l'acre, écoutez, vous avez un expert international des crises du monde, vous avez un monsieur qui est d'une maîtrise intellectuelle extraordinaire, vous avez un monsieur d'une sagesse incomparable, et cerise sur le gâteau, il est à l'acre. Moi, je vais demander à M. Hollande qu'il le recrute. Qui le recrute comme expert, comme Noné l'a fait pour l'Akhtar Brahimi la dernière fois. On n'a pas la mémoire courte, hein, nous autres arabes en général. Hein. On a vu ce qu'il a fait. Lila Haddad. Lila. Qui le recrute, oui. Lila Haddad. Vous semblez de donner raison d'une certaine manière à François Hollande, tout en lui reprochant quelque peu de s'être laissé aller. Mais est-ce que vous croyez que la raison d'État peut tout permettre, en l'occurrence, dans ce genre de situation où des millions d'Algériens savent que ce malheureux président n'est qu'un otage entre les mains d'une mafia qui se sert de lui comme d'une vitrine institutionnelle, des gens qui signent des décrets à sa place. Et François Hollande le sait, d'autant plus qu'il tient ces barons du régime parce qu'ils blanchissent leur argent en France. Donc, est-ce que la raison d'État peut vraiment tout permettre? Elle ne peut pas tout permettre. Et encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas à un chef d'État d'un pays souverain à qui il faut reprocher une visite éclair pour donner du crédit à un malade. Un monsieur complètement malade qui s'est autoproclamé président de la République grâce à ceux qui l'ont soutenu, l'armée. Et permettez-moi, Jamal Eddine, je fais appel à l'armée, à la vraie armée, à ceux qui ont fait venir M. Bouteflika. De grâce, messieurs les généraux, s'il vous plaît, retirez ce monsieur de cet endroit. Les Algériens n'en peuvent plus. Ils ont honte. Ils rasent les murs de cet immense pays qui est devenu une prison à ciel ouvert. Restez avec nous, Lila. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en Skype. Merci à vous. Merci de m'inviter. Et puis, bonjour à nos téléspectateurs et auxquels je souhaite un bon ramadan. Merci beaucoup. Vous me le rappelez. J'avais oublié de le faire moi-même. Merci beaucoup. Très bientôt. Brahim Younsi, que vous inspire ce voyage éclair, mais déjà annoncé par Laurent Fabius depuis 2 ou 3 semaines, de François Hollande et surtout cette incroyable sortie
sur l'état de santé du président Bouteflika, sur sa vivacité d'esprit, sur son esprit d'à propos, son esprit d'analyse, etc., etc., etc. On a parlé de voyage de courtoisie. Une courtoisie qui se paye cher, très cher. Je pense que c'est l'Algérie qui paye le prix le plus fort. Et je veux parler de l'Algérie. Si en effet, vous avez posé cette question-là de la raison d'État, si en effet l'État est le sujet des relations internationales, tous les États ne sont pas fondés sur les principes démocratiques, sur les libertés publiques. Et nous avons connu pratiquement tous les chefs d'État occidentaux, dont Hollande, qui, lors de voyages dans certains pays où l'on porte atteinte aux principes démocratiques, aux droits de l'homme, se posaient ces questions-là à leurs interlocuteurs, à leur hôte. Cette question-là n'a pas été posée. Est-ce que M. Hollande considère que M. Hollande aille en Algérie? Il a tous les droits. Mais que des questions fondamentales, aussi fondamentales, ne soient pas posées par le chef de l'État français et, quelque part, porter atteinte à la morale et au droit international. D'autres raisons acceptées. Est-ce que M. Hollande se rendrait volontiers en Corée du Nord? Se rendrait-il au Soudan? Se rendrait-il au Zimbabwe? Je ne le crois pas. Néanmoins, la France a des intérêts colossaux, bien entendu économiques, mais aussi stratégiques, et considère que la sécurité ou que cette région est devenue un espace vital pour la sécurité de la France. Mais tout cela, je comprends, il faut comprendre que l'État français, que le gouvernement français, quelle que soit la couleur de ce gouvernement, défende la sécurité de ses citoyens. C'est à l'État algérien de défendre les intérêts de ses citoyens, ce qui n'est pas le cas loin de là. Parce que l'État algérien marche sur les droits, sur la dignité des Algériens. Et les Français, le peuple français, à votre avis, s'ils pouvaient être au fait de ces tractations souterraines, de toute cette sordide connivence sur des enveloppes qui sont distribuées, sur des millions d'euros qui sont distribués en publicité pour acheter des journaux, sur des études qui sont commandées à des pompes afriques qui appartiennent à des ministres, à des politiciens de tous bords, sur même, nous dit-on, de gros versements qui sont effectués dans des comptes, dans des paradis fiscaux, pour acheter un peu le personnel politique français. Si le peuple français pouvait être au fait de tout cela, comment réagirait-il? Le peuple français réagirait effectivement très mal, parce que lui-même dénonce, critique, condamne les évasions fiscales, dénonce toutes les malversations, toutes les affaires que la France a pu vivre, de l'affaire Cahuzac à celle des dernières affaires que nous avons connues en France. Le peuple français n'est pas favorable à ce type de relations. Il est normal que les Algériens, où qu'ils se trouvent, défendent les intérêts de leur pays et dénoncent les malversations qui se produisent contre le peuple, contre le développement de l'Algérie, parce que c'est des milliards d'euros qui partent dans les paradis fiscaux, comme vous l'avez dit, qui partent dans d'autres espaces financiers, et cela, les Algériens ont le droit de le défendre et ont le droit de défendre leurs intérêts également, leurs intérêts nationaux, leurs intérêts économiques, et leur droit
de peuples souverains, leurs droits de citoyens souverains. Cela aussi, il faut comprendre que les Algériens puissent s'émouvoir, dénoncer la visite de François Hollande, qui est venu apporter un quitus, aider un homme qui est à la tête d'un système, et c'est l'ensemble du système qu'il faut absolument condamner. J'ai entendu Mme Lila Haddad lancer son appel à l'armée. Je crois que c'est l'ensemble du système qu'il faut absolument changer. Le changement, on a vécu plusieurs changements d'hommes. Cela n'a strictement rien transformé, strictement rien changé à l'état de l'Algérie, au système. Brahim Younsi, restez avec nous. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous demander de nous donner votre avis sur la véritable raison, sur ce que vous pensez de la raison qui sous-tend cette visite du président français en Algérie. Ahmed Beneghaouch, secrétaire national pour les relations internationales au RCD, merci d'être avec nous. Merci à vous. Massa al-Khair, Azoul. Azoul, Massa al-Khair, bonsoir. Si Ahmed, quel est votre avis personnel et la position de votre parti du RCD sur cette visite de courtoisie du président français en Algérie? En effet, j'ai entendu tous les intervenants lors de votre émission. Effectivement, c'est une visite qui pose beaucoup de questionnements. C'est une visite qui est entourée d'une opacité, puisqu'on n'a pas tous les éléments. D'abord, d'un côté français, les journalistes français ont été briefés en off, c'est-à-dire que les informations n'ont pas été diffusées. Et en Algérie, on n'a rien reçu comme information à la veille de la visite, puisque les sites de la présidence et du ministère des Affaires étrangères algériennes n'ont rien filtré de cette visite. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est une visite de travail, une visite d'amitié ou de courtoisie? Et encore, de tous les cas, cette visite pose plusieurs problèmes, à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan protocolaire. On sait très bien qu'en Algérie, un chef d'État étranger est reçu par son homologue à l'aéroport. La conférence de presse se fait à deux et la signature des accords se font sous le regard des deux chefs d'État. Rien n'a été fait. En plus, le dîner à l'hôte a été donné par le président du Sénat. Donc, sur le plan protocolaire, ce n'est pas une visite de travail ou une visite d'un chef d'État à un chef d'État, d'un pays à un autre. Sur le plan moral, ça a été repris par les amis juste avant, effectivement, il y a un face-à-face, un régime affaibli, un régime pratiquement aux abois et un chef d'État qui vient tirer quelque chose pour son pays. C'est ce qu'on appelle un abus de faiblesse. Donc, cette visite pose problème. Mais, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas des accords économiques. Parce qu'on aurait pu se suffire de visite du chef du gouvernement. Des ministres, ça suffit. Pour des usines, des accords et tout ça sur le plan économique, culturel, tout se fait à un niveau ministériel, à la limite, au niveau du chef du gouvernement. Ce qu'il y a derrière, je pense qu'il y a d'autres dossiers qui relèvent de la souveraineté, qui relèvent des pouvoirs régaliens des chefs d'État, à savoir la diplomatie, la sécurité et l'énergie. Je pense que c'est ces trois dossiers qui ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Enfin, quand je dis entre les deux chefs d'État, entre les deux délégations, parce que on a entendu M. Hollande dire « je ne suis pas médecin », il n'est pas médecin pour juger de sa capacité physique, mais il me semble qu'il doit être bon psychiatre puisqu'il a eu
à juger de ses capacités intellectuelles. Donc la question reste posée. Ahmed Benegheouch, vous nous parliez de journalistes français qui auraient été briefés en off, et nous avons entendu dire que l'entourage, le protocole du chef d'État français aurait procédé à une sélection des journalistes français qui ont été admis à photographier la rencontre protocolaire, les échanges de politesse. Et ils auraient été triés sur le volet parce que ils ne voulaient pas, ils ne veulent pas que certaines images filtrent, notamment celles éventuellement du président Bouteflika qui saliverait abondamment. Effectivement, et on le voit très bien, hein, les images le montrent, les images de la télévision algérienne, des télévisions algériennes, c'était des images. C'est ce qu'on voit, ce que tout le monde voit. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qui est invisible. Parce qu'il semblerait que dans la délégation du président Hollande, il y a des personnes invisibles qui rendent visite à des personnes invisibles. Et c'est là l'enjeu. Parce que la visite du président Hollande n'était pas prévue il y a très longtemps. C'est juste 2 semaines. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans un agenda bien préparé, un coup de force qui se prépare à l'intérieur par des luttes internes. Et donc, ils avaient besoin de la caution. Un clan a eu une caution en reprenant le FLN, avec la lettre du chef d'état-major, qui ne peut pas passer inaperçu quand même. C'est une lettre allégeance à un clan. Et on a vu la veille, et ça je pense que très peu de gens en ont parlé, la veille de la visite, la conférence de presse de M. Yahya, quand il parlait d'un pays ami, un grand pays ami, qui veut nous fourguer son nucléaire, et qui est contre, et qui est à l'origine des bouleversements, enfin de ce qui s'est passé à Ain Salah. C'est encore une fois la main étrangère. Donc là, il faut aussi gratter pour voir qu'il y a aussi à ce Ahmed Benegheouch, vous êtes en train de nous dire que la visite de François Hollande s'inscrirait dans un cadre général où la fameuse lettre de Gaïd Salah à Saadani trouverait sa place logique, ou l'arrivée de Yahya et le départ de Ben Salah aussi, où il y aurait une recomposition souterraine, peut-être des troubles qui ne se disent pas, et que François Hollande serait venu pour imposer la prépondérance d'un clan sur un autre? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ce que je suis en train de dire, que ce qui se passe lors de la visite et ces images ne sont pas adressées à l'opinion française. Il ne faut pas se tromper. Elle est adressée à l'intérieur de l'Algérie. C'est un message clair à l'intérieur, à ceux qui sont réticents pour le changement à l'intérieur du système, qui ne se déterminent pas encore, qui restent en attente, et un message pour l'opposition. Nous avons le soutien de la France. C'est ce message-là qu'il faut retenir. Parce que tous les accords, qu'est-ce qu'il y a eu comme accord? Rien. Absolument rien. Ahmed Benegheouch, il faut rappeler néanmoins que du côté français, j'imagine que cette relation est très fructueuse, puisque pas moins de 6000 entreprises françaises, 6000, ont des relations directes et tout à fait principales, c'est-à-dire leurs activités principales concernent l'Algérie. Donc ce n'est pas rien, hein, c'est très important. Ce genre de relation pèse très lourd. Bien sûr que la géographie, l'histoire, la langue constituent des atouts pour le développement des relations bilatérales. C'est clair, le manque de légitimité et l'absence de contrôle populaire sur les décisions et actions du pouvoir algérien handicapent justement la mise en place
d'un partenariat mutuellement bénéfique et le pouvoir algérien, en ce moment-là, particulièrement affaibli par la vacance de l'institution présidentielle et dans la quête de soutien extérieur. Pas uniquement par la France. C'est une situation qui ne privilégie en aucun cas des visions à long terme et donc une coopération tournée vers un développement durable qui prend racine dans les atouts de chacun. Ce n'est ni dans l'intérêt de la France, ni dans celui de l'Algérie que nos relations, y compris par rapport à la conjoncture régionale, soient négociées par un pouvoir algérien affaibli sur le plan de la légitimité. Ahmed Benegueouch, restez avec nous, restez avec nous. Lila Haddad, on dit, hein, moi je vous vends ce qu'on m'a vendu, on dit que par rapport à certaines questions géostratégiques, que la France aurait reçu feu vert de la part des États-Unis pour gérer l'Algérie et le Sahel, à la condition d'écarter, de tout faire pour déstabiliser le partenaire chinois de l'Algérie, qui a pris la grosse part du marché, puisqu'il est devenu le premier partenaire économique de l'Algérie. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que la France, d'abord, vise à rétablir son premier rang de premier partenaire avec l'Algérie et aussi de remplir une feuille de route qui consiste à chasser les Chinois d'Afrique du Nord? Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il s'agit de grandes questions internationales, les États-Unis et les pays de l'Union européenne en général se concertent. Donc il y a toujours cette coordination qui se fait au plus haut niveau de l'Union européenne, mais aussi avec un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, du moins les plus grands pays, à savoir la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Oui, ce que vous dites est très logique et se tient. Donc, oui, il peut y avoir concertation. Maintenant, de mon humble avis, je ne vois pas pourquoi Obama ou l'Amérique en général passe par Hollande pour délivrer son message à l'Algérie. Vous abordez un problème très très important auquel j'aimerais tellement participer si vous pensez à faire une émission sur sur le volet économique international et le positionnement de la Chine au niveau international. Je pense que c'est un autre sujet. Maintenant, tout à l'heure, votre autre invité, Brahim, disait très justement que c'est tout le système qu'il faut changer. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce plan-là. Quand je dis de là où je me trouve, de faire cet appel à l'armée, parce que je ne vois pas une autre solution. Je ne pense pas que le peuple saigne à blanc. Le peuple a été sucé de son sang. Il ne peut pas encore engager une guerre civile en Algérie. Et on ne veut plus de violence en Algérie. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'armée. J'appelle l'armée à intervenir pour arrêter ce théâtre, pour arrêter cette plaisanterie. Et le jour où ce monsieur va mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment? Ils vont faire venir aussi Obama pour nous dire qu'il vient de lui rendre visite à Al-Raya. Il lui a parlé parce qu'il est encore d'une acuité intellectuelle incomparable. Lila, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Laissez-moi finir mon idée. S'il vous plaît. Laissez-moi finir mon idée, sinon je vais perdre le film. Oui, allez-y, je vous en prie. Ouais. S'il vous plaît. Voilà, j'ai perdu déjà une idée, mais je reviens à votre autre invité qui a dit aussi très justement, donc je pense le représentant du RCD. Il avait dit aussi tout à l'heure que la visite de M. Hollande était là pour donner du crédit à Bouteflika. Oui, je l'avais dit auparavant. Seulement, je ne comprends pas. Il y a un truc qui me... vous savez, c'est comme dans un puzzle, il y a une petite pièce qui me manque. Est-ce que la mafia qui est au pouvoir aujourd'hui ne sait pas que les Algériens ne n'aiment pas la France et les Français? Est-ce qu'ils pensent que plus il fait venir Hollande et Sassmala, plus les Algériens se mettent en colère? Donc je ne vois pas comment la visite de Hollande donne plus de crédit à Bouteflika pour qu'il
pour qu'il soit davantage aimé et accepté par son peuple. Ce que je voulais dire aussi, il faut que tout le monde le sache. Bouteflika est un homme périmé, Bouteflika est un homme du passé, Bouteflika a un esprit colonisé à outrance. Hein? Donc c'est le genre, et je l'ai vu ici à Bruxelles, il avait pris 2 ou 3 heures pour expliquer à l'ancien président du Sénat belge comment il était d'une culture incomparable. Il lui a parlé même de toute l'histoire de la France, hein? Il la connaît très bien, hein? Comme vous le savez, depuis Napoléon, etc. Et donc, ça ne donne pas à manger aux Algériens. Mais Lila, ça ne donne pas la liberté d'expression aux Algériens. Lila Haddad. Lila Haddad. Je veux dire une chose très importante. Souvenez-vous, il y a quelques semaines seulement, le Parlement européen a adopté une résolution qui condamne le régime, la mafia algérienne, par rapport aux droits de l'homme. Et alors, allez, quelques minutes plus tard, Monsieur Mamamra, au nom par la bouche de son porte-parole, il évasie la souveraineté. Ne rentrez pas dans nos affaires, vous à gérer dans les affaires intérieures, etc. Moi, je vous pose une question, Monsieur Jamal Eddin Ben Chelnouf. Quand un président d'un pays souverain vient voir un monsieur malade, ça n'est pas ça de l'ingérence dans les affaires intérieures de ce pays qui se veut tellement souverain? Oui, vous avez raison. Mais Lila, je voulais vous poser une question, une dernière question, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vous demanderai de répondre assez brièvement. Est-ce que vous pensez vraiment que l'armée représenterait une solution, puisque c'est la même armée qui a ramené Bouteflika, c'est elle qui l'a ramené, c'est elle qui l'a fait réélire, c'est elle qui est aux premières loges, qui a toujours été aux premières loges. Pourquoi, du coup, il serait frappé par la grâce et qu'il deviendrait plus démocrate qu'il n'était? Elle ne deviendrait pas plus démocrate. Il y a la pression, il faut dire la vérité. Il y a l'opposition algérienne, la vraie opposition algérienne qui travaille. Vous aviez tout à l'heure M. Soufiane Gilani, il s'active, il active. Il y a M. Benflis, il y a M. Benouari, il y a M. Mokri, il y a le RCD, il y a tout le monde qui s'active. Il y a cette pression sur l'armée algérienne, ou en tout cas les généraux qui ont fait venir Bouteflika. Il y a la pression du peuple algérien aussi, qui ne veut pas aller vers une guerre civile, mais il est là, il est présent, on le voit, il étouffe, il va exploser. Et donc l'armée, il y a 2 solutions, Jamal Eddin. J'écarte bien sûr la violence et la guerre civile. La solution est que M. Median, vous les connaissez, M. Taïd, je ne les connais pas moi les généraux, hein, donc je ne vis pas en Algérie depuis, je ne sais pas. Mais les généraux qui ont ramené Bouteflika, la première solution, c'est que ces généraux-là décident de nous débarrasser de ce monsieur et de s'énerver et de tout le système et laisser une nouvelle génération d'intellectuels, de gens qui ont effectivement de la maîtrise intellectuelle, des gens qui ont de l'expertise, des gens qui sont prêts à se retrousser les manches et à construire, à déconstruire pour reconstruire une nouvelle Algérie. Merci Lila, merci. Qui se fait la deuxième solution, vous n'avez pas laissé. La deuxième solution que je vois, je l'ai annoncée il y a 2 ans sur Facebook, elle a été vraiment bien propagée, c'est de dire aux Algériens, puisque les pauvres Algériens, quand ils sortent dans la rue, on les oppresse, on les opprime. Moi, je leur dis, depuis votre émission, ne sortez pas, justement, restez chez vous. Je suis obligé de vous interrompre, Lila, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je dois donner la parole à Brahim Younsi et Ahmed Benegouche. Brahim Younsi, cet appel de plus en plus d'Algériens, Lila Haddad n'est pas la seule à solliciter une intervention de l'armée pour mettre fin à ce qui semble être une débâcle qui s'annonce. Ce n'est pas gratuit et ça vient d'horizons divers. C'est presque étonnant, à la limite, que des démocrates, plutôt que d'en appeler à leur peuple, à un sursaut populaire, ils en appellent à l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'étonne aussi que, comme vous dites, des partis de l'opposition, des démocrates, d'ailleurs qui ont suivi l'armée, pour certains d'entre eux, il faut le dire. Et il y a une réalité politique, il y a une histoire politique en Algérie.
des partis qui se prétendent, qui se disent, le sont-ils peut-être réellement démocratiques, ont appelé l'armée à interrompre un processus électoral et un processus démocratique. Moi, je ne crois pas à l'armée, je ne pense pas que l'armée soit la solution. L'armée est un problème, l'armée est le problème. Si l'armée voulait changer le système aurait changé. Je ne crois pas qu'il faille l'appeler pour le faire. Il y a déjà tellement de gens qui se bousculent au portillon pour avoir l'investiture de l'armée pour devenir président de la République qu'il ne faut pas en rajouter. Moi, je n'appelle pas l'armée. Pour moi, l'armée, c'est le problème de l'Algérie. Il faut trouver une solution. Je pense qu'elle viendra de la rue. Je le pense et je crois que la France, ce voyage de la France, du chef de l'État français, laisse penser qu'il y a une menace de déstabilisation d'Algérie, à la fois sur le plan interne, la succession est ouverte et il n'y a pas de solution, et d'autre part, aux frontières et les rivalités entre notre voisin de l'Ouest, entre le Maroc et l'Algérie, sont tellement fortes aujourd'hui. Le langage précède toujours les conflits. Il y a un langage de guerre d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il y a une tension sérieuse entre notre pays et le Maroc. Je n'exclus pas personnellement, d'autres non plus, qui regardent notre région et qui la connaissent bien, y compris d'ailleurs du côté marocain, que François Hollande serait allé aussi pour apaiser. D'ailleurs, je crois savoir qu'il irait aussi au Maroc. Je crois pour apaiser la situation entre l'Algérie et le Maroc. Ceci n'exclut pas, évidemment, les interventions, j'allais dire les ingérences, dans les affaires intérieures algériennes. Madame Lila Haddad parlait tout à l'heure, à juste raison, de la réaction du ministre des Affaires étrangères, M. Lamamra, à la suite de la condamnation par l'Union européenne, par le Parlement européen, des atteintes aux droits de l'homme en Algérie, en donnant des coups de menton pour dire que l'Algérie est souveraine. Et l'Algérie ne serait-elle souveraine que pour porter atteinte aux droits des gens, que pour torturer, que pour tuer. Est-ce que c'est cela la souveraineté? Elle veut qu'on lui laisse cette souveraineté-là, alors qu'elle n'est pas souveraine, hélas. On le voit à travers ce voyage et à travers, y compris des hommes d'affaires, des investisseurs que j'ai entendus qui disent la direction dans laquelle l'Algérie doit s'engager sur le plan économique, alors que sur le plan social, les Algériens sont dans une situation catastrophique, notamment à la suite de la chute vertigineuse des prix du baril. Cela ne nous réjouit pas. Mais hélas, cette chute va se poursuivre et nous savons que l'Algérie a de moins en moins de marge de manœuvre. Brahim Younsi, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Une dernière question à Ahmed Benegheouch. Votre parti envisage-t-il de dénoncer cette grave, pour le moins, intrusion de François Hollande dans la politique interne algérienne et surtout cette, j'allais dire, cette forfaiture qui a consisté à donner caution à un régime qui a pris un homme malade en otage? Avant de répondre à votre question, je voudrais juste quelques précisions, puisque Mme Haddad avait repris, ce n'est pas tout à fait mes propos quand j'ai dit, c'est le message de la visite du président Hollande en Algérie. C'était un message à l'intérieur du système et à l'opposition. Je n'ai jamais dit que c'était un message au peuple.
que le régime et le pouvoir algérien s'en fout, excusez-moi du terme, du peuple. Il est prêt à céder tout à l'extérieur pour prendre tout à l'intérieur. Donc, sur ça, le message était clair. C'était pour les réticents à l'intérieur du système. Le deuxième point, François Hollande n'est pas venu pour parler au nom d'Obama, puisque les Américains ont réglé le problème. Il y a eu un deal en 2008 et les premiers contrats concernant le gaz de schiste ont bénéficié exclusivement, je dis bien, aux Américains, puisque Total, et ça aussi s'est passé un peu inaperçu, le président Hollande avait parlé que Total allait avoir des concessions pour le gaz de schiste. Là aussi, c'est une concession pour équilibrer. Bon, concernant l'armée aussi, je tiens à préciser qu'au niveau du RCD, et ça, je l'exprime clairement, nous sommes contre l'intervention de l'armée. Et nous demandons que l'armée soit dans ce rôle institutionnel. Nous avons appelé à ce que l'armée soit en dehors de la politique. Nous avons appelé à la dissolution de la police politique. Donc, sur ce plan-là, ça doit être clair. Le RCD ne fait pas appel à l'armée et refuse à ce que l'armée intervienne dans la politique. Maintenant, pour votre question, concernant la visite du président, je pense qu'au RCD, nous avons pris acte que les engagements sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique et sur le plan de l'énergie ne peuvent pas être pris au sérieux, parce que ça n'engage pas, ça ne doit pas engager l'Algérie. Il faut un débat à l'intérieur de l'Algérie. Concernant le gaz de schiste, tout le monde, ceux qui sont pour ou contre en Algérie, sont pour un moratoire. Donc, il ne s'agit pas d'engager le pays avec un pouvoir illégitime, parce qu'il est entaché d'illégitimité. Je rappelle aussi que le dernier rapport de l'Union européenne, de la commission des experts de l'Union européenne, qui est passé en Algérie, qui a rendu public son rapport, et qui dit que toutes les élections ne répondent pas aux standards. Donc, c'est déclaré, c'est des élections entachées de fraude, et donc, toutes les institutions, y compris l'Assemblée, y compris le Sénat, sont illégitimes, et la présidence est vacante. Voilà notre position concernant ces points-là. Merci Ahmed Beniguéou. Je retiens au passage que le RCD a beaucoup changé, puisque vous dites qu'aujourd'hui vous êtes contre le rôle de l'armée dans l'interruption des processus politiques et que vous êtes pour la dissolution de la police politique. Il ne faut jamais désespérer ni de son peuple, ni des acteurs politiques qui sont sur le terrain. Et donc, ne désespérons pas de l'armée algérienne non plus. Peut-être qu'elle reviendra à de meilleures attitudes et qu'elle s'assumera dans un cadre vraiment républicain et vraiment démocratique. Cette émission est maintenant terminée. Il y aura une suite puisque nous consacrons des émissions spéciales à ce sujet après cette émission. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salama.